aux organisateurs aussi, Sandra, surtout, qui a fait, en fait, qui a quasiment tout fait. Donc, voilà, merci Sandra. Merci aussi à Anke qui a aussi fait beaucoup de choses. Et après, il y en avait d'autres, dont moi d'ailleurs, mais on a fait beaucoup moins de choses, je l'avoue. Mais voilà, donc je trouve que c'est une journée. Alors malheureusement, j'ai raté ce matin, j'étais en cours, mais le programme avait l'air très alléchant et c'est une journée qui, je pense, est très utile pour savoir ce qu'on fait. Et alors j'espère que ça va devenir pérenne, j'en sais rien. Sandra, tu es d'accord pour continuer à organiser? Voilà. Donc moi, je vais vous parler. Donc j'ai un petit peu de temps pour vous parler de. En fait, j'ai essayé de faire un choix sur ce dont je pouvais vous parler, sur les formes dans l'univers. Et finalement, je me suis dit que je n'allais pas faire de choix et que je vais vous parler quasiment de tout l'univers et de tout ce qu'on voit sur l'univers et essayer de comprendre comment se sont formées ces différentes formes, justement, des planètes aux galaxies. Donc je vais couvrir un petit peu différents domaines. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'image de fond. L'image de fond, je vais la montrer plusieurs fois, donc vous la reconnaîtrez. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Pluton qu'on voit en arrière. Et je vous la remontrerai. Alors, donc moi je vais vous parler d'astrophysique. Voilà, l'astrophysique se base sur pardon, sur la physique. Je sais qu'il y aura une réaction rapide. L'astrophysique se base sur la physique, vous le savez. Donc la seule différence entre, on va dire, la physique et l'astrophysique, c'est que bien, nous, on a du mal à prendre nos objets, à les casser, à les faire tomber, à mesurer leur vitesse quand ils passent devant nous, etc. Puisque en gros, tout ce dont on traite en astrophysique, c'est loin. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est les observer à distance. La chance qu'on a, c'est qu'il y en a beaucoup de ces objets. Donc voilà, il suffit d'en choisir qui ont les bonnes propriétés, les bonnes masses, les bonnes températures, les bonnes couleurs, etc. Et il y a même un domaine de l'astrophysique dont je ne parlerai pas beaucoup, mais un petit peu à la fin quand même, c'est ce qu'on appelle la cosmologie, où là vous traitez seulement de un seul objet dans lequel on se trouve et qui est en train d'évoluer, et on essaye de comprendre à partir de ce qu'on voit depuis l'intérieur comment cet objet est né, a évolué et comment il va finir. Voilà, c'est un peu ça la difficulté de l'astrophysique. Le seul domaine de l'astrophysique, on va dire, qui est un petit peu facilité par le fait que les objets sont proches, c'est la planétologie. Je vois des planétologues dans la salle. Donc, eux, ils ont un métier facile, les planétologues, puisqu'ils ont des objets sur lesquels ils peuvent aller. Non, reste là, Sébastien. Ils peuvent aller sur ces objets et faire de la physique dessus directement. Alors, l'avantage qu'on a en astrophysique, c'est qu'on traite quasiment uniquement d'interactions gravitationnelles, donc ça facilite beaucoup les choses, puisque la gravitation, on l'a quand même pas mal testé, on connaît bien. Donc ça permet de comprendre plus facilement ce qui se passe. Dans l'astrophysique, on a affaire un peu à beaucoup de phénomènes, on a beaucoup de collisions, on a des choses qui se déforment, on a des impacts à très grande vitesse, dans des milieux qui peuvent être solides, gazeux, à haute pression, à haute température. On a aussi des endroits où les choses se passent beaucoup plus lentement, avec des densités qui sont beaucoup plus faibles. C'est ce qu'on appelle la chimie du milieu interstellaire, où là on a des phénomènes qui vont se produire sur des échelles de temps très longues. On a aussi des spécialistes dans la salle, dont Mathias par exemple. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut couvrir. Évidemment, je ne pourrais pas absolument tout couvrir et j'ai essayé de trouver un petit peu des morceaux de choix dans chacun de ces domaines. Donc mon plan est assez classique. Je vais parler d'abord des planètes, ensuite des étoiles, puis des galaxies, des amas, superamas, et je finirai par l'univers. Voilà. Donc je vous dis, j'ai pas réussi à isoler vraiment un objet là-dedans. Donc je vais vous parler de tout. Et comme j'ai un chairman qui est gentil, il m'a dit que j'avais plein de temps. Alors je vais commencer par les planètes. Et la première chose dont on peut parler quand on parle de forme dans l'univers, c'est évidemment la forme de notre planète à nous, c'est-à-dire la Terre. Et ça, c'est quelque chose que, j'imagine, vous connaissez bien. C'est Ératosthène, donc, qui était directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui savait que le 21 juin, il y avait un obélisque à Alexandrie. Le 21 juin, l'obélisque projetait une ombre qui était à peu près de 7 degrés, c'est-à-dire un cinquantième de cercle. Et il avait entendu dire, il n'était jamais allé là-bas, mais il avait entendu dire qu'à Sienne, il y avait un puits, et le fond du puits était éclairé jusqu'en bas.
Donc, il en a conclu que la Terre n'était pas plate, ce qu'on savait déjà en fait, mais surtout, il en a conclu qu'on pouvait calculer comme ça la taille de la Terre. Alors, il a envoyé des fonctionnaires de l'époque qu'on appelait des bématistes, qui étaient payés pour mesurer des distances. Et donc, ces fonctionnaires sont partis et ont mesuré la distance entre Alexandrie et Sienne, ce qui tombe bien, c'est qu'ils sont à peu près sur le même méridien. Et ces fonctionnaires ont mesuré qu'il y avait 5000 stades, l'unité de distance de l'époque, entre Alexandrie et Sienne. Vu qu'il y avait un 50e de cercle, ça faisait 250 000 stades. Vu que le stade, comme vous le savez, est à peu près de 187 mètres, ça veut dire qu'en tout, il y avait à peu près 40 000 kilomètres de circonférence de la Terre. Ça fait une erreur d'à peu près 1,4%, c'est quand même pas mal pour l'époque. Je suis sûr que vos étudiants ne font pas toujours aussi bien que ça. Et donc voilà, Ératosthène qui mesure la forme de la Terre. Pour lui, la Terre est ronde et mesure une circonférence de 40 000 kilomètres. Alors, au XVIIIe siècle, on se rend compte que la situation est un petit peu moins facile que ça, et on sait que la Terre est aplatie, on ne sait pas trop dans quel sens, donc on envoie des gens en Laponie, on envoie d'autres personnes au Pérou. Là, c'est une carte établie par Lacondamine, qui a emmené avec lui Jussieu. Ils sont partis en 1735, certains ne sont jamais revenus, sont morts là-bas ou se sont mariés là-bas. Il y en a qui sont revenus, donc, dont Lacondamine à 15 ans plus tard, quand même. Ça fait une grosse expédition scientifique, hein. C'était des projets sur du long terme, sachant qu'ils n'étaient pas en fait très financés, hein. Souvent, ils étaient absolument complètement oubliés par le royaume français. Et donc, quand ils reviennent, ils montrent tous leurs travaux. Et alors là, le but, c'était de mesurer 1 degré de méridien. Donc, 1 degré de méridien, ça fait une centaine de kilomètres. Et c'est par triangulation, c'est-à-dire qu'on prend des mesures de triangles comme ça, et on mesure des angles, et on mesure des distances. Et c'est de la trigonométrie simple, hein, et on construit comme cela un certain nombre de triangles qui va nous permettre de mesurer la distance de ce méridien. Ici, il y a le profil, vous ne voyez pas très bien, c'est le profil des montagnes. Donc, en fait, ça complique beaucoup les choses quand on est sur un profil montagneux, et au Pérou, Dieu sait si c'est montagneux. Et en plus, il y avait des fois des Indiens qui enlevaient les repères qu'ils avaient mis ou qui les brûlaient parce qu'ils trouvaient ça sympa de faire des signaux à des copains. Et du coup, ça devenait un peu compliqué à faire, et c'est pour ça que ça a duré longtemps, 15 ans. Ils ont mesuré quand même 56 768 distances, et quand ils ont présenté ça à l'Académie, donc ils sont partis à plusieurs, il y avait 5-6 scientifiques. À la fin, ils sont complètement séparés parce qu'ils ne supportaient plus. Et donc, il y a eu 3 comptes rendus à l'Académie des sciences. Et les 3 étaient à peu près cohérents, en fait, entre eux. Donc voilà, c'est simple en théorie, mais c'est compliqué en pratique. Et le résultat, c'était que la Terre était bien aplatie, aplatie sur les pôles, quoi. Voilà. Maintenant, voilà, c'est plus facile, on mesure avec des satellites, on mesure typiquement la gravitation, et ça nous permet d'avoir la forme de la Terre. Alors, si j'exagère un peu la déformation de la Terre, en fait, on a ce géoïde-là, qui est très exagéré, puisque les déformations sont de l'ordre d'une centaine de mètres au maximum, hein, donc c'est quand même très exagéré. Mais voici la forme de notre Terre. Alors, la Terre, vous savez, n'est qu'une parmi les planètes du système solaire. Ici, vous avez la formation des planètes dans le système solaire. Alors, la formation des planètes dans le système solaire est dictée par la chaleur, par la température de l'étoile et par la distance à l'étoile. En fait, quand vous êtes proche du Soleil, il fait tellement chaud que tous les éléments légers, typiquement hydrogène, hélium, ils vont partir. Il ne reste que les éléments lourds, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça fait des petites planètes telluriques, rocheuses. Et au-delà de ce qu'on appelle la ligne de neige, la snow line, la ligne de glace plutôt, là, les éléments légers peuvent rester, tout ce qui est hydrogène, hélium, et ils sont très abondants dans l'univers. Et donc là, on forme des grosses planètes gazeuses, Jupiter par exemple, dont on ne sait pas encore s'il y a un noyau solide à l'intérieur ou pas. Et donc on va former aussi beaucoup de petits corps, hein. On commence par les grumeaux, on arrive aux patatoïdes, et voilà, et ça, on forme tout le système solaire, qui est composé de ces 8 planètes, mais aussi de plein de petits astéroïdes, de petites planètes naines, etc. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Il y en a un qui est assez, que moi j'aime bien, qui est assez sympathique. C'est un satellite de la planète Saturne. Donc là, vous voyez le plan des anneaux. Et là, vous découvrez un petit satellite qui s'appelle Pan, qui fait à peu près une quinzaine de kilomètres de rayon. Ça, c'est une vue d'artiste de ce satellite Pan, qui a, en fait, donc il est dans le plan des anneaux, et il a un petit bourrelet dont on n'explique pas très bien la formation, probablement dû au contact avec les anneaux quand il gravite dans ces anneaux de Saturne.
Donc il se fait un petit hula-hoop comme ça avec toute la matière qui se trouve dans les anneaux. Il y en a un autre qui est assez sympathique, c'est celui-là. C'est un autre satellite de Saturne, c'est Mimas. Lui, il est plus gros, hein, il fait de l'ordre de 200 km de rayon. Et là, vous voyez, il s'est pris un gros astéroïde dans la face. Donc ça fait un cratère d'impact. Et vous le reconnaissez peut-être, en tout cas les fans de Star Wars le reconnaissent, puisque c'est lui qui a été copié pour faire l'étoile noire. Celui-là, on le connaît depuis le 19e siècle, hein, on le connaît depuis longtemps. Donc c'est l'étoile noire, c'est Mimas, satellite de Saturne. Alors, on revient sur la Terre. On revient sur la Terre, puisqu'il en faut pour tout le monde, et il y en a qui étudient l'air, il y en a qui étudient même les ouragans. Regardez ici, là, il y a la série de 3 ouragans qui est passée récemment dans l'Atlantique. Donc ça, il y a Katia, Irma et José. Des ouragans, évidemment, il y en a beaucoup dans toutes les planètes. Là, je vous montre par exemple sur Vénus, il y a voilà, ça c'est une série d'ouragans. Alors sur Vénus, c'est assez sympa. Vous avez vu les dégâts que ça fait, les ouragans sur Terre, hein. Sur Vénus, c'est assez sympa parce qu'en plus d'avoir des vents violents, vous avez une température de 450 degrés, la pression atmosphérique est de 90 atmosphères, et vous prenez des pluies d'acide sulfurique. Donc voilà, ça vous montre un petit peu ce que vous subissez quand vous vivez sur Vénus. Alors sur Jupiter aussi, il y a un gros ouragan qui dure depuis 4 siècles à peu près. Alors c'est pas un petit ouragan, parce que si vous le mettez à l'échelle de la Terre, ça fait ça. Voilà, donc Jupiter, c'est à peu près 10 fois la Terre. Donc là, l'ouragan, il fait à peu près la taille de la Terre, il tourne assez vite, hein, c'est de l'ordre de 500 à 600 km/h, hein, les vents qui sont à la base. Bon, évidemment, il n'y a pas de terre en dessous, donc ça ne fait que tourner dans de l'air. Quand il y a une sonde là, qui s'appelle Juno, qui est en train de passer au-dessus des pôles de la planète Jupiter, et en fait, elle a découvert que sur les pôles, il y a non pas 1 ni 3, mais 5 ouragans qui sont en train de tourner sur les pôles de Jupiter. Donc voilà, ça fait beaucoup d'ouragans, tout ça. Et si on regarde sur l'autre planète géante, Saturne, et bien là aussi, il y a un ouragan. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. Je fais un petit zoom dessus. Voilà, c'est un ouragan, mais qui a une particularité, c'est qu'il est hexagonal. Alors, c'est un ouragan de modulo 6 qui apparemment, théoriquement, envisagé par les météorologues sur Terre, mais qui n'a apparemment jamais été vu sur Terre, et qu'on voit sur la planète Saturne, probablement parce que, encore une fois, il n'y a pas de terre en dessous, il n'y a que de l'air, et donc l'ouragan peut se développer jusqu'à des distances assez importantes en dessous de la surface de la planète. Tout ça, je parle sous le contrôle de Sébastien, qui connaît Saturne beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, Saturne, voilà, vous connaissez tous Saturne, vous avez peut-être vu Saturne dans une petite lunette, même dans les jumelles, on voit les anneaux. Alors, pour la petite histoire, vous savez peut-être que Galilée, il n'a pas vu les anneaux, hein, il a vu des oreilles à Saturne. Voilà, et petit à petit, les gens essaient de voir, hein, de comprendre ce qu'on voyait, et n'arrivaient pas à se faire à l'idée que c'était des anneaux, puisque nous, on n'a pas d'anneaux autour de la Terre, pas d'anneaux autour de la Lune, on n'avait jamais vu ça, et on n'imaginait pas comment ça pouvait se former, c'était assez compliqué. Donc ça, c'est la vue des anneaux depuis Galilée jusqu'à Riccioli. Et eh bien, quand les astronomes ont commencé à voir les arcs ici de Neptune, eh bien, on a commencé à s'exciter un petit peu, puisque déjà qu'on n'arrive pas à former des anneaux, comment peut-on comprendre la formation d'arcs, c'est-à-dire vraiment de la matière qui reste concentrée en un point et qui ne s'étale pas. Les modèles de formation des anneaux au départ, et ça André Braic aurait pu en parler beaucoup mieux que moi, lui qui a participé à la détection de ces arcs de Neptune, le modèle de formation des anneaux, c'était qu'au départ, vous aviez un astéroïde qui allait se casser, se briser et s'étaler autour de la planète. L'autre possibilité, c'était que ce soit de la matière qui était là depuis très longtemps et qui permettait la formation d'astéroïdes. Aujourd'hui, la formation des anneaux, pardon. Aujourd'hui, on pense plutôt que les anneaux sont assez jeunes et donc ils résultent d'un astéroïde qui est passé près de la planète et à cause des effets de marée, il s'est cassé et il s'est retrouvé étalé comme ça autour de la planète. Donc voilà, là vous avez les arcs qui sont expliqués par des résonances avec des petits satellites et donc ils vont coincer de la matière de façon longitudinale autour de la planète. Mais il y a pire que ça. Ça c'est parce que les anneaux, on les explique, on se dit, voilà, ils sont autour d'une planète qui est très massive, donc il y a des forces de marée qui sont énormes. C'est pour ça que la planète géante Saturne a des anneaux qui sont très visibles, Jupiter en a aussi, Uranus en a aussi, et Neptune en a aussi. Voilà, planète géante.
Sauf que récemment, on a découvert des anneaux autour d'une planète naine qui s'appelle Oméa, qui n'est pas très grande, hein, qui fait l'ordre de 300 par une centaine de kilomètres. Et eh bien là, on explique moins facilement que quelque chose qui passe à côté se soit cassé en arrivant à côté. Donc c'est plutôt un résidu de matière qui s'est trouvé en orbite comme ça autour de cette planète naine. Voilà pour les planètes. On va s'éloigner un petit peu là et on arrive sur les comètes. Ça c'est Churyumov-Gerasimenko qui est vue de la Terre. Et donc elle ressemble à une comète comme toutes les comètes. Sauf que quand on s'en approche, on voit ça. On voit une sorte de canard là. C'est en fait deux morceaux qui se sont entrés en collision probablement à faible vitesse, ce qui fait qu'ils sont restés collés sans se casser. Si c'était cassé, ça aurait donné une forme plus ronde que ça. Là, il y a vraiment deux morceaux qui se sont collés. Jusqu'à ce que la sonde Rosetta, qui est allée visiter cette comète, jusqu'à que la sonde Rosetta visite cette comète, on parlait plutôt de boules de neige sales pour les comètes. On disait, voilà, c'est beaucoup de neige et il y a un peu de poussière. Maintenant, on ne dit plus que c'est une boule de neige sale, on dit plutôt que c'est une boule de poussière glacée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poussière et il y a de la glace d'eau à l'intérieur. Et cette glace d'eau, elle se trouve partout. C'est pour cela qu'on voit des dégazages sur différents endroits de la comète. Et en particulier, vous voyez là où on parle du cou, c'est-à-dire la partie entre les deux morceaux. Et là, ça dégaze beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça s'est collé, il y a de la poussière tout autour, mais en dessous, il y a de la glace d'eau. Et quand la comète s'approche du Soleil, la glace d'eau se met à bouillir et ça fait ces jets et ça part comme ça. Donc c'est très beau. Cette mission a permis de comprendre beaucoup de choses sur la comète. Voilà, il y a des gens comme Sonia Fornacier qui pourraient vous en dire beaucoup plus que moi. Voilà, je remonte l'image de Pluton en passant. Ça, c'est New Horizons, qui est d'ailleurs passé très vite autour de Pluton. Je vous en dirai plus de mots tout à l'heure. Je passe maintenant aux étoiles. Regardez, ça c'est un dessin du Soleil par Galilée, et vous voyez ici les petites taches solaires. Alors Galilée a fait plusieurs dessins, donc mi bout à bout, ça fait ça, et Galilée n'est pas le premier à avoir des taches solaires sur le Soleil, mais c'est le premier à faire un dessin des taches solaires et à montrer que les taches solaires indiquent que le Soleil tourne. Et il tourne d'ailleurs plus vite à l'équateur qu'au pôle, vous voyez. La rotation moyenne, c'est à peu près de 27 jours. Et quand on regarde les taches, qu'on compte ces taches solaires-là, voilà ce qu'on voit. On voit que les taches apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Elles apparaissent plutôt aux hautes latitudes et elles finissent vers l'équateur. Et tout ça avec un cycle qui est à peu près de 11 ans. Comment on explique ça ? Eh bien, on explique ça de façon assez simple, avec les lignes de champ magnétiques qui sont au départ totalement verticales. Et au fur et à mesure que le Soleil tourne en 27 jours. Pendant 11 ans, il a le temps de faire à peu près 135 tours sur lui-même. Donc au fur et à mesure, eh bien, les lignes de champ vont se mettre à se coller les unes aux autres, à devenir complètement horizontales. Il va y avoir des reconnexions des lignes de champ magnétiques. Et ensuite, il y a une inversion des pôles. Et c'est reparti pour un tour. Et donc ça explique ce diagramme qu'on appelle je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un diagramme qu'on appelle en forme de papillon. Ça se voit d'ailleurs, voilà, ça ressemble à un papillon. Et donc le Soleil tourne, les lignes de champ s'entourent les unes sur les autres, et à la fin il y a une inversion du pôle magnétique. Donc là c'était le nord se retrouve ici, ensuite ici, etc. D'accord ? Et comme ça, tous les 11 ans, ça tourne. Alors ça c'est l'explication. C'est le cas d'école, hein. Vous voyez, les lignes de champ sont bien dessinées. Quand on fait des simulations, c'est un peu plus compliqué que ça. Voici les lignes de champ simulées à l'intérieur du Soleil. Et en effet, c'est un peu plus complexe et c'est plus dur de savoir où ça va se reconnecter. Le Soleil, dans 5 milliards d'années, va devenir une géante rouge. Laissez-lui encore quelques centaines de millions d'années de plus. Et il va s'effondrer sur lui-même. Il va donner naissance à une naine blanche. Et toute la matière sur l'enveloppe du Soleil va se retrouver éjectée à grande vitesse. Ça va donner naissance à ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc le Soleil, qui est une étoile toute seule, va donner naissance à un objet qui sera à peu près comme ça, très rond. Mais si le Soleil, comme la plupart des autres étoiles, était accompagné d'une autre étoile, une petite copine, un petit copain, je ne sais pas, ça donnerait ça. En fait, on observe beaucoup de nébuleuses planétaires qui ont des aspects asymétriques, et ces aspects asymétriques, ces formes asymétriques, sont dues au fait qu'il y a deux étoiles. En fait. Il y en a une qui vient d'exploser, qui a éjecté toutes ses couches autour, et l'autre qui tourne encore et qui déforme totalement la forme de cette nébuleuse.
Alors après, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus massives et qui, quand elles explosent, sont complètement déchiquetées. Alors je ne sais pas pourquoi il y a de la musique, parce qu'en fait, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de la musique là, mais c'est celui qui a fait cette animation qui a mis de la musique. Alors ça, c'est une animation de ce que ça pourrait donner quand une étoile très massive explose et est complètement déchiquetée. Et en fait, c'est une animation réaliste, puisque ce qu'on observe aujourd'hui de cette étoile-là, c'est ça. C'est-à-dire, ça, c'est la nébuleuse du Crabe. Vous avez une étoile à neutrons qui tourne très vite ici. Vous voyez d'ailleurs la nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse de pulsar. Et là, vous avez toute l'étoile qui a été complètement déchiquetée par l'explosion gigantesque. Alors maintenant, vous avez probablement entendu parler dans l'UFR de physique qu'on a détecté, donc la collaboration LIGO et Virgo ont détecté des fusions de trous noirs. Donc là, c'est une image qui vous montre, évidemment, ce n'est pas une vraie image, c'est une vue d'artiste, qui vous montre la fusion d'un trou noir de 36 masses solaires et d'un autre de 29 masses solaires. Ça a donné naissance à un trou noir de 62 masses solaires. Donc là, j'en vois qui font des calculs rapides. En effet, il y a 3 masses solaires qui sont perdues. Où sont-elles perdues? Mais elles sont converties en ondes gravitationnelles, tout simplement par E égale mc2. Cette masse convertie en ondes gravitationnelles, c'est la même luminosité que la luminosité de toutes les étoiles de l'univers pendant une seconde. D'accord? Donc c'est énorme. C'est une explosion énorme. Et en fait, c'est tellement énorme que ça va déformer tout l'espace-temps. Et cette déformation est énorme. Regardez, ça c'est ce qu'on voit, ça dure en gros un petit dixième de seconde et la distance Terre-Soleil est déformée de la taille d'un atome. Le diamètre de la Terre change de la taille d'un noyau atomique et LIGO, qui a fait la détection, qui a des bras interférométriques de 4 km, a été déformé de la taille de 1/10 millième de la taille du proton. Donc ça c'est la déformation qui a été mesurée par LIGO suite à la fusion de ces deux trous noirs. Alors plus récemment encore, on a annoncé la fusion d'étoiles à neutrons, étoiles à neutrons. Donc ça, c'est des équipes à APC qui travaillent là-dessus, en particulier sur Virgo. Et alors là, c'est plus compliqué parce qu'il y a des lignes de champ magnétique, c'est beaucoup plus complexe, c'est des objets moins massifs et très magnétisés. Voilà une vue d'artiste de ce que ça pourrait donner. On ne sait pas quel est le résultat, si c'est une étoile à neutrons ou un trou noir. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une interaction avec le milieu interstellaire. En fait, il y a beaucoup d'éjectats qui entrent en collision avec la matière qui se trouve autour. Ça forme ce qu'on appelle une kilonova. Et donc, ça, c'est à l'origine de l'émission d'ondes gravitationnelles, mais aussi d'émissions électromagnétiques de photons qu'on a pu voir dans différentes longueurs d'onde. Je passe maintenant aux galaxies. Vous avez tous vu la Voie lactée déjà ? Vous savez qu'avant, on croyait que la Voie lactée, c'était... enfin, c'est ce qu'on disait jusqu'à, en gros, Galilée. Hein, on disait que c'était Hercule qui tétait le sein de sa mère Héra. Et elle était endormie quand il tétait le sein. Et puis, apparemment, il était vigoureux, Hercule. Hein, donc, il a commencé à lui mordre le sein. Et là, elle s'est réveillée. Et donc, le lait a giclé sur tout le ciel. Ça, c'est l'histoire de la Voie lactée, quand même. Ah oui, c'était fort, les Grecs. Et voilà la forme de la Voie lactée dessinée par Galilée. Galilée, la première fois qu'il pointe une lunette vers la Voie lactée, il se rend compte qu'en fait, il ne voit pas un nuage de lait. Il voit juste plein d'étoiles qui, quand on augmente le grossissement, on arrive à voir les différentes étoiles et on arrive à les distinguer les unes des autres. Le premier à faire un dessin complet de la Voie lactée, c'est Herschel, qui essaie de voir quelle tête elle a. Et en effet, ce n'est pas facile. Essayer de connaître la forme de la Voie lactée dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas un travail facile. Et d'ailleurs, ça a donné lieu au début du XXe siècle à un grand débat qui a duré une vingtaine d'années, où on se demandait si notre galaxie contenait tout ce qu'il y avait dans l'univers, ou si notre galaxie n'était qu'une parmi plein d'autres, une multitude d'autres, que Emmanuel Kant avait appelé les univers-îles, les galaxies en fait. Combien ? Super. Et celui qui a trouvé la réponse, c'est Edwin Hubble, en observant une étoile céphéide dans la galaxie d'Andromède, et une étoile dont la période de variation est proportionnelle à la luminosité intrinsèque. En comparant à sa luminosité apparente, il en a déduit la distance qui était de 2 millions d'années-lumière, c'est-à-dire bien plus loin que les bords de notre galaxie, et donc il en a déduit que notre galaxie n'était qu'une parmi d'autres. Ça, c'est notre galaxie vue de l'intérieur par un satellite qui s'appelle Gaia, qui mesure actuellement les distances. Et en fait, aujourd'hui, on est capable de mieux comprendre la forme exacte de notre galaxie, de mieux la mesurer. Nous, on est ici,
Et on mesure la distance en fait, des nuages qui se trouvent dans des bras spiraux. Donc vous en avez un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Et il y en a une là. Et c'est la première fois, et ça c'est un résultat qui date de quelques semaines, c'est la première fois qu'on arrive à mesurer la distance d'un objet, précisément en ondes radio, qui se trouve à 66 000 années-lumière, c'est-à-dire beaucoup plus loin que le centre de notre galaxie qui se trouve ici. Et donc ça permet de retracer complètement la forme de notre galaxie avec la barre ici et des bras spiraux. L'objet dont on va mesurer la distance, il est là, et nous sommes ici. Aujourd'hui, des galaxies, on en connaît plein, qui ont toutes des formes différentes. Vous avez des spirales non barrées, des spirales barrées, comme notre galaxie. Il y en a qui sont mal barrées, il y en a qui sont intermédiaires plutôt. Il y a des spirales, il y a des galaxies elliptiques, des galaxies irrégulières. Il y a plein de formes différentes qui sont plutôt liées à des collisions entre galaxies. Donc, je ne vais pas toutes les expliquer. Je vous le dis tout de suite, je vous préviens, dans 3 milliards d'années, la Voie lactée va rentrer en collision avec Andromède, la galaxie Andromède que je vous ai montré tout à l'heure, et on va se tourner autour, et puis à un moment donné, on va se fusionner, et ça va déclencher beaucoup de formations stellaires, donc c'est plutôt bien pour nous, puisque ça va permettre de revigorer un petit peu notre galaxie, et ça va faire un gros trou noir avec beaucoup de matière, etc. J'ai encore une minute ou pas? Oui, merci. Ça, c'est deux galaxies qui sont très lointaines, qui viennent de se rentrer dedans. Il y a en fait un gros bulbe et puis il y a des jets. Et vous voyez que ça déforme les jets puisque les galaxies se rentrent dedans et puis s'en vont comme ça en tournant. Ça, c'est une galaxie qui est en train de rentrer dans une autre, à l'intérieur carrément. Voilà, toutes les galaxies, il y en a un florilège, toutes les galaxies se rentrent dedans, etc. J'ai presque terminé, mais il faut que j'aille plus vite. Ça, c'est notre Voie lactée. Et vous voyez autour, beaucoup de petits points. Tous ces petits points sont des amas. C'est des galaxies qui sont dans des amas de galaxies. Et en particulier ici, il y a l'amas. Alors ça, c'est notre galaxie. C'est les amas de la Vierge. Et là, il y a une concentration ici que je vais vous montrer. Ça, c'est un codage couleur en fonction de la distance. C'est-à-dire toutes les galaxies qui ont la même couleur sont à la même distance. J'aime beaucoup cette image parce qu'on voit tout de suite qu'il y a un filament ici. Là. Il y en a ici aussi. Il y a plein de filaments. Ça, ce sont des vraies observations qui montrent la forme de notre univers proche, de toutes les galaxies, tous les superamas qui nous entourent. Et quand on regarde les vitesses de ces galaxies, nous on est ici, on se rend compte que la plupart des galaxies sont en train de s'approcher d'un truc qui s'appelle l'attracteur Shapley et qui est probablement un gros amas de galaxies. Voilà, donc nous sommes ici, c'est la Voie lactée, galaxie Andromède, la galaxie du triangle, tout ça, ça forme le groupe local. Ce groupe local se trouve dans le superamas de la Vierge, avec l'amas de la Vierge, avec différents autres amas. Et tout ça, ça se trouve dans un superamas qu'on appelle l'Aniakea, qui se trouve parmi plein d'autres superamas. Donc en fait, on est beaucoup dans l'univers. Vous voyez ce filament là dont je vous parlais? Quand on fait des simulations, on retrouve ces filaments-là. Et la dernière minute, je vais la consacrer à l'univers. Je vous ai montré ça tout à l'heure, la forme de notre galaxie vue par Planck. Ça, c'est les poussières dans notre galaxie qui suivent les lignes de champ magnétique. Je vais aller très vite. On soustrait la galaxie. On enlève la galaxie. Voilà ce qu'on voit. Ça, c'est le fond diffus cosmologique. C'est en fait les fluctuations de température. L'univers est à peu près à 2,7 degrés, plus ou moins 1 100 millième de degré. Ça, c'est l'histoire de l'univers qui naît. Fond diffus cosmologique, les âges sombres, formation des étoiles et des galaxies. Et puis après, l'univers se déploie. Il se déploie comment? Probablement de plus en plus vite. C'est-à-dire ça, le Big Crunch, on l'évacue. Ça, c'est l'univers qui se contracte. On pense que ce n'est pas le cas. L'univers, soit il fait un Big Freeze, c'est-à-dire qu'il se gèle en se déployant, soit il y a une accélération exponentielle et ça fait un Big Rip, c'est-à-dire un déchirement de l'univers. Et tout ça, ça dépend de la composition de l'univers. Là, vous avez 5% de matière classique, 25% de matière noire, 70% d'énergie noire. Et regardez, dans ces 5% de matière classique, vous avez le 1% qu'on a zoomé là, et là il y a 0,5%. Ça, c'est la masse totale de toutes les étoiles. Pourtant, il y a des centaines de milliers de milliards d'étoiles dans l'univers, et en fait, leur masse ne compte que pour 0,5%. Et ça, c'est la forme de notre univers, qui est euclidien, courbure nulle. La distance de l'horizon cosmologique est de 40 milliards d'années-lumière, et puisque vous l'avez mérité, je vais vous montrer une dernière petite chose. Ça, c'est une simulation qui vous montre, c'est une simulation avec 10 milliards de particules, qui vous montre quelle est la forme de notre univers, avec des filaments, avec des trous. En fait, les amas de galaxies se trouvent sur les bords de ces bulles,
Et regardez, nous on va se diriger par là. En fait, ça c'est votre maison, c'est l'UFR de physique. Et voilà, on va se diriger par là. Vous voyez plein de galaxies qui sont partout. Tous ces petits points, c'est des galaxies qui sont rassemblées en amas de galaxies, en super amas de galaxies, etc., etc. Là, vous avez donc la résolution qui change en fonction de quand on s'approche. Et c'est assez fabuleux parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment, on a l'impression d'être interconnecté dans une sorte de réseau, un peu comme une toile d'araignée. Vous voyez toutes ces galaxies-là. C'est beau, hein, ATEF, hein. Non, tu confirmes. Et ben voilà, c'est terminé là, ouais. C'est terminé. Alors regardez, parce qu'après ça repart en arrière et ça vous permet de voir exactement où est-ce qu'on est. Et alors, j'ai même un message. J'ai un message subliminal à vous montrer. Regardez Pluton. Regardez Pluton. Attends, Sandra, hein, t'enlèves pas. Hein. Regardez là. Eh, c'est pas beau ça. Ouais, je vous remercie beaucoup. Ouais, vas-y.